Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une page un peu particulière de Google Livres, celle qui présente un ouvrage au titre franchement assez spectaculaire. Character, The Grandest Thing in the World. L'auteur, c'est Horizon Sweat Marden, et notre source, c'est cette page Google elle-même, son interface quoi. Ah oui, et quel titre! Le caractère, la chose la plus grande au monde. Carrément. C'est une affirmation incroyable, non? Ça pose tout de suite une ambiance. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire un titre aussi péremptoire? Quelle vision du monde avait ce Marden pour affirmer ça avec une telle force? Rien que les mots, ça interpelle. Oui, tout à fait. Ce titre est un point de départ puissant. Et en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est pas tant de deviner ce qu'il y a dans le livre, on n'a pas le texte, hein, mais plutôt de voir ce que la page Google Livre, elle, nous dit. Comment cette page, en tant que structure, présente l'œuvre, qu'est-ce qu'on apprend, même si c'est peu, sur l'auteur via cette page, et puis surtout, comment Google nous propose d'accéder à ce livre aujourd'hui. C'est plus une analyse de, on va dire, l'emballage numérique, de la façon dont on nous donne accès à ce savoir. D'accord, alors revenons sur l'impact du titre. Character, the grandest things in the world. Sans même feuilleter le livre, ça évoque quoi? L'éthique? La force morale? euh, Le développement de soi, l'intégrité, j'imagine. C'est une hiérarchie très claire. Le caractère tout en haut. C'est tellement direct que, ouais, ça peut presque faire un peu peur. On se demande de quand ça date une affirmation aussi tranchée. C'est une excellente remarque. Ce qui est fascinant, en fait, c'est de voir comment ce titre fonctionne un peu comme un marqueur. Bon, notre source nous donne juste le nom. Horizon Sweat Marden. Si on cherchait un peu à côté, on verrait vite qu'il écrivait fin 19e, début 20e. C'était l'époque du New Thought, ce courant qui mettait l'accent sur la pensée positive, la volonté, le caractère pour réussir. Mais même sans ça, le titre seul y transmet cette idée de valeur suprême, une vision très optimiste, très volontariste de l'accomplissement. Sur la page qu'on regarde, par contre, Google ne donne pas ce contexte. Pas de bio, pas de résumé, rien. Donc le titre, c'est vraiment la seule encre de contenu qu'on a là. Et il porte une charge énorme, comme une promesse, une thèse en quelques mots. C'est vrai que le titre, c'est la première chose qu'on voit. Et justement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on passe de cette promesse du titre à l'accès concret au livre selon Google? Alors, il y a le gros bouton Read ebook. Bon, ça c'est l'accès direct en ligne, lecture immédiate. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le téléchargement. Et là, c'est la variété qui est intéressante. EPUB, PDF et même plain text, du texte brut. Oui, cette palette de formats, c'est très significatif. Ça montre bien comment ils essaient de s'adapter à toutes les façons de lire aujourd'hui en numérique. L'EPUB, c'est le format idéal pour les liseuses, vous savez, le texte qui s'adapte à l'écran, très souple. Le PDF, lui, c'est différent. C'est plus comme une photo de la page originale. Ça fige la mise en page. C'est bien pour garder une trace fidèle, ou pour imprimer, ou lire sur un grand écran. Et le texte brut alors? Ça fait un peu basique à côté, non? Justement, le texte brut, le plain text, c'est le plus simple possible. Et c'est ça qui est important. Ça garantit une accessibilité maximale. N'importe quel appareil peut le lire, même un vieux coucou. Et surtout, c'est parfait pour les technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes. C'est aussi top pour l'analyse de texte par ordinateur. Donc proposer ces trois formats EPUB, PDF, texte brut, c'est pas anodin du tout. Ça montre une volonté de couvrir tous les usages. La lecture détente, l'étude sérieuse, l'impression, l'accessibilité. On voit une tension, en fait. D'un côté, préserver la forme originale, PDF. De l'autre, offrir la fluidité et l'accès maximal, EPUB texte brut, même si ça déstructure un peu la page. Mais Google Livres ne nous cantonne pas au numérique. C'est ça qui est aussi intéressant. La page propose aussi des moyens d'avoir le livre en papier. Sous la section Get this book in print, on a des liens vers des librairies en ligne, AB Books, Amazon, bon les classiques, et aussi On-Demand Books. Ça c'est intriguant. Ah oui, On-Demand Books, ça suggère très fortement l'impression à la demande. C'est une technologie qui change pas mal de choses pour les vieux livres ou ceux qui se vendent peu. Plutôt que d'avoir des stocks qui coûtent cher, on imprime le livre que quand quelqu'un le commande. Ça permet de garder disponibles les titres qui seraient sinon épuisés. C'est une façon de réconcilier le catalogue numérique quasi infini avec le besoin ou l'envie d'avoir l'objet livre, le papier.
Et puis, le lien All Sellers, ça ouvre encore plus les possibilités d'achat. Et il y a aussi, bien sûr, l'option Find in a Library, trouver en bibliothèque. Faut pas l'oublier, celle-là. Essentiel, oui. Si on prend un peu de hauteur, on voit que cette page Google Livres, elle fonctionne comme une sorte de plateforme centrale pour accéder au savoir. Elle ne fait pas que proposer de lire en ligne ou d'acheter, elle fait vraiment le pont entre le numérique, lecture, téléchargement, et le physique, achat neuf, occasion, impression à la demande. Et elle intègre même l'accès public et gratuit via les bibliothèques. C'est une tentative assez claire de centraliser tous les chemins qui mènent au livre. Google se positionne comme un carrefour, un passage quasi obligé pour chercher un livre, peu importe comment on veut le lire ou se le procurer. Ça pose question, bien sûr, sur la concentration du pouvoir d'aiguiller les lecteurs. Oui, et d'ailleurs, on voit aussi tout en haut de la page la barre de navigation Google habituelle. Recherche, images, Maps, Play, YouTube, Actualité, Gmail, enfin, toute la panoplie. Ça te replace tout de suite la consultation de ce livre dans l'écosystème global de Google. C'est pas un espace à part juste pour les livres. Exactement. Et cette intégration, elle a deux faces. D'un côté, ça banalise peut-être l'accès au livre, ça le met au même niveau que chercher un itinéraire ou regarder une vidéo. Ça peut le désacraliser, mais aussi le rendre moins intimidant, plus accessible. Mais d'un autre côté, ça veut dire que la découverte des livres, leur consultation, eh bien, elles sont soumises aux mêmes algorithmes, à la même collecte de données, aux mêmes biais potentiels que tout le reste des services Google. L'expérience n'est pas neutre, quoi. Et dans cette section livres, il y a des outils spécifiques. Notre source mentionne My Library, ma bibliothèque. Oui, My Library, c'est l'espace personnel. Si on est connecté, on y retrouve les livres qu'on a achetés sur Google Play Livres ou ceux qu'on a ajoutés à sa collection virtuelle. C'est un outil pour gérer sa bibliothèque numérique. Ça renforce cette idée de collection dématérialisée, accessible partout. Bon, il y a aussi Help, l'aide, c'est standard. Mais l'outil qui semble le plus bluffant, c'est Advanced Book Search, la recherche avancée de livres. Qu'est-ce que ça permet concrètement ? Alors là, on touche à une transformation vraiment majeure liée à la numérisation massive. La recherche avancée de Google Livres, ça permet de chercher par titre, auteur, etc., bien sûr, mais surtout pour des millions de livres qui ont été scannés, ça permet de chercher des mots ou des phrases à l'intérieur même du texte intégral. C'est une capacité d'exploration des textes qui était inimaginable à cette échelle avant. Ah oui, d'accord. Ça change complètement la manière d'aborder un livre, ou même plein de livres, j'imagine. On n'est plus obligé de tout lire de A à Z pour trouver un passage précis. Précisément, ça transforme potentiellement le livre. D'un objet qu'on lit en entier, ça devient une sorte de base de données qu'on peut interroger. Pour la recherche, c'est génial, on peut repérer où un mot apparaît, suivre une idée, comparer des textes. C'est très puissant. Mais ça soulève une question assez fondamentale sur notre rapport à la lecture. Est-ce qu'on lit encore pareil quand on peut scanner des millions de pages en une seconde pour trouver juste une citation ou une date ? Est-ce que cette facilité de recherche par mots-clés ne risque pas de favoriser une lecture un peu fragmentée, utilitaire, au détriment d'une compréhension plus profonde, plus nuancée, qui vient souvent d'une lecture continue, immersive ? On peut en quelque sorte utiliser le livre sans jamais vraiment le lire au sens traditionnel. C'est une vraie question. C'est une perspective assez vertigineuse, oui. Et ça nous amène aussi à regarder ce qui manque dans notre source. On voit bien sur la structure de la page qu'il y a un emplacement pour « About this book » à propos de ce livre. Mais dans l'info qu'on a, c'est vide. Donc, il nous manque le résumé, la présentation de l'éditeur, peut-être des extraits que Google met d'habitude. C'est un manque important. Tout à fait. Et cette absence, elle est notable. Elle nous oblige méthodologiquement à nous en tenir vraiment à ce qu'on voit. La structure de la page, les quelques infos, titres, auteurs, et les fonctions d'accès et de recherche. Notre analyse, du coup, elle porte bien sur la médiation de l'information par Google, sur comment cette plateforme organise et présente l'accès au savoir, plus que sur le savoir contenu dans le livre lui-même. C'est une étude de cas sur l'interface, sur le contenant numérique et ce qu'il implique, plutôt que sur le contenu textuel, faute d'éléments suffisants dans notre source précise. Bon, alors, si on essaie de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration ? On a regardé cette page Google Livres pour Character, the Groundest Thing in the World. On a vu ce titre hyper fort, presque une déclaration d'une autre époque. Et puis on a décortiqué comment la page agit comme un
un hub central. Elle regroupe une diversité assez incroyable d'options d'accès. Lire tout de suite, télécharger dans plein de formats pour différents usages. Mais aussi, elle fait le lien très clairement avec le monde physique, l'achat neuf, occasion, impression à la demande et même le prêt en bibliothèque. C'est exactement ça. Et on a aussi vu comment cet accès aux livres est intégré dans l'écosystème Google plus large, avec les avantages et potentiellement les inconvénients que ça implique. Notamment cette puissance assez redoutable de la recherche dans le texte intégral, qui change vraiment notre façon d'interagir avec les écrits. Cette page, même si elle paraît simple et qu'elle donne peu d'infos sur le livre lui-même, elle est un excellent exemple de la façon dont le savoir, la culture, sont reconfigurés et diffusés aujourd'hui, à l'ère numérique. Elle illustre bien cette tendance à centraliser l'accès, la flexibilité qu'on donne à l'utilisateur, qui peut aussi être une forme de fragmentation, attention, et puis l'imbrication très forte avec les géants de la tech qui façonnent nos habitudes d'information. La plateforme, ce n'est pas juste un tuyau neutre, elle participe activement à la manière dont on découvre, on évalue et on consomme les œuvres. Et pour finir, ça m'amène à une dernière réflexion, une question un peu ouverte. Le titre du livre, c'est « Character, the grandest thing in the world », le caractère. Or, on vient d'analyser une plateforme qui nous facilite un accès hyper rapide, potentiellement fragmenté, où on peut scaler des textes par mots-clés plutôt que de peut-être s'immerger dans une lecture lente, profonde. Si on imagine que développer son caractère comme Marden l'entendait, ça demande de la réflexion, de l'introspection, une confrontation patiente avec des idées complexes, alors est-ce que la manière même dont on accède aujourd'hui aux idées sur le caractère, via ces outils super puissants mais qui encouragent peut-être la vitesse, le survol, est-ce que cette manière pourrait influencer, voire transformer notre idée même de ce qu'est le caractère ? Et la façon de le cultiver. Est-ce que le médium, ici Google Livres et ses fonctions, finit par modeler non seulement notre accès au message, mais peut-être aussi le message lui-même, ou du moins notre capacité à l'intégrer vraiment? C'est une question qui va bien au-delà de ce livre, évidemment. Mais ça fait réfléchir.